Le sommet arabe de Fès, accord sur un plan de paix commun sur le Proche-Orient, impliquant entre autres une reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël. L'ambassade de Pologne à Berne, toujours aux mains d'un commando, l'un des otages a réussi à fuir. Les organes officiels polonais amplifient leurs attaques contre Solidarité. La grève se poursuit aux usines Talbot de Poissy. L'inspection du travail enquête. Championnat d'Europe d'athlétisme, 2 records du monde battus chez les dames, celui du 400 mètres et du saut en hauteur. Madame, monsieur, bonsoir. Comment reconstruire une forme d'unité arabe après le long conflit libanais? Comment enraciner dans le sable, si faire se peut, un plan de paix commun pour le Proche-Orient, commun en tout cas aux pays arabes? Il semble que les chefs d'État réunis au sommet près de Fès au Maroc soient parvenus à s'accorder sur un projet saoudien identique en tout point à celui qui n'avait pas été accepté il y a quelques mois lors d'un précédent sommet. Sur place, Philippe Rochaud. Ce 12e sommet arabe s'achève dans une gigantesque ambiance de fête, vous le voyez, qui tranche avec l'atmosphère tendue qui régnait à l'ouverture de la conférence. Le roi Hassan II a organisé en effet pour ses hôtes une gigantesque fantasia à laquelle participent près de 2000 cavaliers, les tribus du sud, du Sahara, les tribus du Haut-Atlas également, et on peut le dire, toutes ces tribus marocaines qui avaient participé à la marche verte de 1975. Ce 12e sommet arabe se termine donc dans un climat de détente et il faut reconnaître que pendant tous les travaux, c'est la modération qui a prévalu parmi les chefs d'État. Que restera-t-il? Que retiendra l'histoire de ce 12e sommet arabe? Eh bien, c'est surtout le plan Reagan qui a animé les débats des chefs d'État qui se sont réunis à Fès et puis ici à Ifrane. Le plan Reagan, pour les Palestiniens, est une base de négociation valable. Cela ne veut pas dire que Yasser Arafat a adopté le plan américain, mais il peut servir de base pour une négociation future. On a parlé également du plan FAD et du plan Bourguiba. On a tenté de trouver une sorte de synthèse entre tous ces plans qui ont une importance capitale parce qu'ils reconnaissent implicitement la reconnaissance de l'État d'Israël. Enfin, un conflit a dominé surtout les débats de ce sommet arabe, c'est le conflit entre l'Irak et l'Iran. M. Saddam Hussein était le dernier invité de ce sommet. Il a tenté de rassembler derrière lui les masses arabes pour s'opposer à l'offensive iranienne en Iran. Il a en partie réussi puisqu'on parle déjà d'une réconciliation possible entre l'Irak et la Syrie. La Syrie, vous le savez, qui soutient l'Iran. Et si l'Iran perd l'appui de la Syrie, alors l'Irak pourrait mener son offensive, la dernière offensive, pour tenter de repousser les forces iraniennes qui ont pénétré sur le territoire irakien. Peu de détails donc sur le plan de paix proprement dit, mais il semble bien que le chef de l'OLP, Yasser Arafat, en prônant une attitude conciliante vis-à-vis des récentes propositions américaines et aussi en soutenant le projet saoudien, accepte donc de discuter, sous des conditions que l'on ignore encore, d'une certaine forme de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Alors en quoi consiste le projet saoudien appelé Plan FAD, du nom du roi de l'Arabie saoudite? 7 août 81, le prince Fahd d'Arabie présente un plan en vue d'instaurer la paix au Proche-Orient. Ce document prévoit un certain nombre de dispositions. D'abord, le retrait d'Israël des territoires occupés en 67. Il s'agit de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de la partie arabe de Jérusalem. Ensuite, la mise de la Cisjordanie sous la tutelle des Nations Unies pour une période transitoire ne dépassant pas quelques mois. Ce processus devrait déboucher sur la création d'un État palestinien dont la capitale serait Jérusalem. Enfin, le plan FAD prévoit la reconnaissance du droit de tous les États de la région à vivre en paix. Tous les États, cela signifie y compris Israël. C'est en fait le premier document arabe visant à la reconnaissance, mais reconnaissance implicite, de l'État hébreu. En l'absence de précision sur ce qui a été réellement convenu au sommet arabe, les capitales les plus directement intéressées, Jérusalem et aussi Washington, n'ont pas encore réagi officiellement. Israël, en tout cas, affirme à chaque occasion sa détermination de ne pas céder aux exigences américaines concernant les territoires occupés. Le ministre israélien des Affaires étrangères l'a dit tout à l'heure au Parlement israélien qui a voté sa confiance au cabinet Begin qui faisait le bilan de l'opération libanaise. À cette occasion, M. Begin a annoncé la tenue d'élections anticipées en Israël au printemps prochain.
Israël affirme aussi, au Liban même, sa volonté de garder l'avantage. L'aviation israélienne a détruit cet après-midi un véhicule lance-missiles syrien installé dans la plaine libanaise et le ministre de la Défense, le général Sharon, a annoncé au Parlement qu'en tout état de cause, Israël établira, au-delà de sa frontière avec le Liban, une zone tampon libre de toute présence militaire hostile. Maurice Werther. Le ministre de la Défense, M. Sharon, avait fait une tournée d'inspection à Beyrouth et en Galilée avant de tenir devant la Knesset des propos qui confirment que pour le gouvernement de Jérusalem, la sécurité demeure le souci numéro 1. D'où un refus réitéré du plan Reagan, incompatible selon M. Sharon avec les accords de Camp David et qui mettrait en péril la sécurité d'Israël. Inversement, pour le ministre israélien, le meilleur moyen de garantir cette sécurité serait de créer une zone tampon, que nous allons voir se colorer en gris-bleu sur notre carte, une zone dans le sud Liban, comprise entre le fleuve Litanie et la frontière israélienne au sud, ce qui ferait en tout une bonne quarantaine de kilomètres de large. Actuellement, il n'y a plus de combattants palestiniens dans le sud du Liban, mais il en reste au nord, et ce seraient eux, ceux-là, en zone syrienne, qui ont capturé 8 soldats israéliens, dont ils viennent de présenter à la presse et à la télévision, bien entendu, le chef, le sergent Cohen, pour la circonstance traitée avec beaucoup d'égards. Il resterait 2600 combattants palestiniens au nord Liban et dans la Bekaa, regroupés dans des camps militaires sous responsabilité syrienne. Si l'on en croit M. Abou Iyad, conseiller de M. Arafat, qui vient de leur rendre visite, leur présence suffit à démontrer que l'OLP existe toujours, militairement et politiquement. Outre les combattants palestiniens, il resterait au Liban environ 400 000 réfugiés civils palestiniens. Le chiffre est d'origine palestinienne. Il s'agit des familles des combattants qui sont maintenant dispersées entre plusieurs pays arabes. Le président égyptien Moubarak sera à Paris samedi prochain pour s'entretenir avec le président Mitterrand de la situation au Proche-Orient. Le président Mitterrand a rendu hommage ce matin au Conseil des ministres au courage et à l'efficacité des militaires français qui ont participé à la force multinationale d'interposition au Liban. Le gouvernement français entend soutenir les autorités libanaises dans leur effort de reconstruction et de remise en ordre du pays. Mais l'essentiel du Conseil des ministres de ce mercredi a été consacré bien sûr aux affaires françaises, adoption d'un projet de loi adaptant au département d'outre-mer la loi de décentralisation avec la mise en place d'une assemblée unique dès 83, réorganisation du ministère de la Recherche et de l'Industrie, réforme du CNRS dont le nouveau directeur général s'appelle Pierre Papon. Le point sur les négociations sociales en cours, tel était le menu du Conseil de ce matin. Un Conseil économique restreint a eu lieu en outre cet après-midi à l'Élysée. Un chiffre dont il a été sûrement question à l'Élysée aujourd'hui, le cours du dollar a atteint un nouveau record, 7 francs 0,33 pour un dollar. Tout aussi préoccupant, le cours du mark allemand et du florin hollandais a grimpé par rapport au franc français. Et cet affaiblissement du franc alimente, il faut bien le dire, de nouvelles rumeurs sur une dévaluation. Philippe Sassier. Il faut d'abord préciser, Christine, que le dollar monte actuellement contre toutes les monnaies. Mais il faut également reconnaître que le franc est attaqué à peu près partout. Ce soir, à Londres, il y a quelques instants, contre le dollar, il valait 7 francs 0,04, 7 francs 0,4. Et à Paris, on a enregistré pour le mark un cours record à près de 2 francs 83. Ces attaques apparaissent assez curieuses après les mesures de rigueur annoncées par le gouvernement en ce qui concerne le budget, l'inflation, les salaires. Alors, c'est vrai, la rumeur court, la France pourrait sortir du système monétaire européen ou bien créer un double marché d'échange. Jacques Delors et Pierre Mauroy ont déjà démenti formellement de telles rumeurs et au sein du gouvernement, on sent dans l'ensemble une très grande fermeté pour refuser de telles mesures. Mais vous le savez, Christine, les rumeurs ont la vie dure et puis on sait que chaque jour, la Banque de France dépense pas mal d'argent pour défendre le franc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, seul un apaisement de l'inflation, des taux d'inflation, un apaisement des taux d'inflation publiés chaque mois pourrait ramener le calme sur ces marchés d'échange. On connaîtra le prochain indice des prix pour le mois d'août la semaine prochaine. En attendant, ces attaques contre le franc signifient que l'on ne peut pas diminuer une nouvelle fois les taux d'intérêt en France. La grève lancée hier par la CGT aux usines Talbot de Poissy se poursuit. Ce qui est en cause, c'est l'application ou non des recommandations du médiateur qui avait mis fin au conflit de juin dernier. Alain Doubesky.
Comme en juin dernier, les ateliers Talbot de Poissy sont silencieux. Sur un effectif total de 16 000 personnes, près de 4 000 ouvriers sont en grève. Pourquoi? C'est un dialogue de sourds. D'un côté, CGT et CFDT, ils accusent la direction Talbot de ne pas respecter les conclusions du rapport dit du Pérou, du nom du médiateur qui était parvenu fin juin à rétablir la paix sociale chez Talbot. CGT et CFDT affirment en particulier que les dirigeants de la firme ne respectent pas les accords concernant les cadences, les mutations de poste, la liberté d'expression. Ils dénoncent également le licenciement abusif, je cite, de 17 ouvriers. De l'autre côté, la direction, elle soutient « Nous respectons à la lettre les directives du rapport du Pérou ». Alors, depuis ce matin, arbitrage entre direction et grévistes. Un inspecteur du travail poursuit une enquête contradictoire. Il ne devrait pas remettre ses conclusions avant la fin de la semaine. En attendant, la grève se poursuivra sans doute chez Talbot. À 3 semaines du salon de l'auto et au moment où l'industrie automobile française vacille plus que jamais sous le coup des importations, ce qui est sûr, c'est que de nouveaux conflits sociaux dans le secteur automobile ne peuvent qu'aggraver les choses. Mais l'argument est à double tranchant. Jean-Louis Calmejane. À la fin du premier semestre de cette année, une voiture sur 3 immatriculée en France était fabriquée à l'étranger, en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis. En juillet, mois traditionnellement bon, la vente des voitures étrangères avait encore augmenté. Et ce mois-là, 40% des voitures vendues en France étaient étrangères. Au moment où l'on parle de reconquête du marché intérieur, les raisons évoquées pour expliquer ce phénomène sont différentes, selon que l'on se place du côté des syndicats ou du côté des constructeurs. Cette constatation découle sans aucun doute d'une politique d'investissement de Peugeot essentiellement à l'étranger au lieu d'investir au plan national pour moderniser l'appareil de production. Et je dirais également que la deuxième raison tient très certainement dans l'attitude qu'on a pu observer au moment de la décision gouvernementale de bloquer les prix, de retarder la sortie des modèles 83, ce qui a permis en définitive l'entrée plus massive des modèles étrangers. Et ça avec un objectif précis de la part du patronat, c'est d'attendre le déblocage des prix pour envisager l'augmentation des prix. L'arrêt des conflits est bien entendu une condition nécessaire à la reprise, en particulier pour la marque Talbot. Que ça n'est peut-être pas une condition suffisante, mais les autres conditions, nous les avons mises en place, et je dois dire que je suis très surpris d'entendre que nous avons des intentions machiavéliques concernant Talbot. Il suffit de voir tous les murs de Paris, et il suffira d'observer dans les semaines qui viennent tout ce que nous déployons pour se rendre compte de l'effort que nous entreprenons pour cette reconquête du marché intérieur et des conditions dans lesquelles nous sommes qui sont probablement les plus favorables depuis plusieurs années au plan de notre position vis-à-vis de la concurrence, potentiellement. La question qui se pose aujourd'hui pour tous est de savoir si la pénétration des voitures étrangères va s'accentuer encore ou si au contraire elle va diminuer. La réponse, quand on fera les comptes à la fin de l'année. La reconquête du marché intérieur, prônée par le gouvernement, proclamée par le Parti communiste, qui, vous le savez, a lancé une vaste campagne sur ce thème, le ministre de la Santé, Jacques Rallit, entend aussi l'appliquer au secteur médical. Annonçant ses projets hier à la presse, M. Rallit souhaite une gestion plus efficace des dépenses de santé et en particulier une réduction des importations en la matière. Mais il s'agit d'une réalité complexe, comme le prouve l'enquête de Martine Alain Regnault à l'Assistance publique de Paris, qui représente à elle seule 10% du marché hospitalier. Des blouses aux seringues, des masques aux stimulateurs cardiaques, en passant par les produits de nettoyage, les surgelés ou les matériels les plus sophistiqués, l'hôpital est, dit Jacques Rallit, le premier consommateur de France. Il représente un des plus gros marchés. Mais de nombreux produits et appareils sont achetés à l'étranger et contribuent à aggraver de plusieurs milliards notre déficit extérieur. Ainsi, 90% des matériels à usage unique viennent de l'étranger. C'est le cas de ces cagoules non tissées, originaires d'Amérique ou de Scandinavie. La gaz hydrophile a été choisie par Jacques Rallit comme modèle de la rentabilité sociale. À qualité égale, achetée à l'étranger, elle est un peu moins chère pour l'hôpital. Mais, dit le ministre, elle supprime 6 000 heures de filature, 48 000 heures de tissage, 16 000 heures de blanchiment, qui échapperaient ainsi aux emplois français et coûteraient à la nation 10 fois plus cher qu'ils ne rapporteraient à l'hôpital. Dans les faits, ce n'est pas aussi clair. Qu'est-ce que vous appelez gaz française? Il existe
des gaz commercialisés par des sociétés françaises qui viennent de très loin, de Chine, d'autres qui sont commercialisés par des sociétés allemandes qui sont fabriqués dans les Vosges. Alors, c'est pas si simple. Ceci est un exemple, mais au total, dans le marché hospitalier, vous achetez beaucoup plus étrangers que français. Est-ce justifié? D'une part, nous avons une responsabilité de prix, à l'évidence. Deuxièmement, nous avons une responsabilité de qualité. Nous ne pouvons approvisionner les hôpitaux qu'en produits de qualité correspondant à l'usage qui en est fait. Nous avons également, à l'évidence, une responsabilité de sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acquérir des biens dans des lieux trop éloignés qui ne nous permettent pas d'avoir les garanties correspondantes. L'assistance publique a fait pour sa part un réel effort pour favoriser des achats français ces dernières années. Elle a ainsi permis d'aider à la reconquête du gant de chirurgien par une société nationale de gants de ménage. La France est cependant loin d'être compétitive en qualité et en prix pour nombre de produits médicaux. Mais il est dès à présent des domaines où les hôpitaux publics et privés pourraient faire l'effort d'acheter davantage français sans problème. Fonction des traditions existantes sur le plan industriel, il y a des capacités très importantes de développement de la production française. Par exemple, un des exemples le plus évident, c'est le petit matériel d'instrumentation médico-chirurgicale, petit matériel, qui est fabriqué en des conditions de qualité tout à fait exceptionnelles dans la région de Nogent, sur lequel, par une meilleure maîtrise des procédures de commercialisation, il est évident qu'on peut redonner à ces industries des possibilités de développement qui sont à l'échelle européenne. C'est quoi, les pinces, les scalpels? Pinces, scalpels, enfin tout ce petit matériel dont on a des représentations ici, qu'on peut très bien voir là, sous cette forme-là. Voilà un type de pince qui est fait d'ailleurs actuellement à Nogent et qui est de très très bonne qualité. À reconquérir aussi le marché des seringues et des aiguilles jetables. Celles-ci sont américaines, fabriquées en Irlande pour l'Europe dont la France. Nous consommons 400 millions de seringues jetables, 600 millions d'aiguilles par an. Mais c'est sans doute au niveau des appareils les plus sophistiqués que notre pays aura le plus de mal à rivaliser avec les pays étrangers, comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, qui ont une technologie d'avant-garde et des stratégies commerciales fortes. De plus, les règles du marché commun s'opposent à un excès de nationalisme. Planification et austérité, deux mots-clés cet après-midi dans l'exposé du ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Michel Rocard, qui a officiellement installé la Commission nationale de planification chargée de préparer le 9e plan pour la période 84-89. Michel Rocard a insisté sur la nécessité de renforcer l'appareil productif du pays et de maintenir une cohésion sociale suffisante pour résister à la crise. Gérard Nicou, président du SIDUNATI, a annoncé aujourd'hui que son organisation était désormais décidée, je cite, à s'opposer par tous les moyens légaux et s'il le faut illégaux à la braderie des petites entreprises. Le SIDUNATI entend créer sa propre commission d'experts pour aider les entreprises en difficulté. Assouplissement des sanctions américaines vis-à-vis de la firme Dresser France, qui, vous vous en souvenez, sur injonction du gouvernement français, a commencé à livrer du matériel destiné aux gazoducs soviétiques. Washington limite désormais son interdiction d'exporter tout matériel pour approvisionner l'entreprise aux seules fournitures liées directement aux gazoducs. Paris se félicite officiellement du réalisme américain. À Berne, l'ambassade de Pologne est toujours aux mains du mystérieux commando qui l'occupe depuis lundi matin et qui a repoussé son ultimatum de 2 jours. Les autorités suisses sont très discrètes sur les tractations qui sont en cours. L'un des 5 otages détenus à l'intérieur de l'ambassade a réussi à fuir. Le point de la situation, Hervé Brusini. Il y a moins d'1 heure, il semble que l'un des otages détenus à l'ambassade de Pologne à Berne se soit échappé par les toits, profitant d'une intense agitation autour de l'immeuble. Il ne reste donc plus que 4 otages détenus dans les locaux de l'ambassade. C'est dans 36 heures que doit expirer l'ultimatum lancé par le commando qui affirme avoir mis la main sur des documents qui pourraient peser dans les négociations. Ce commando semble par ailleurs se composer de 3 membres, avec à leur tête un homme d'une 50aine d'années, le colonel W. De leur côté, les autorités suisses ont bien précisé qu'elles refusaient toute assistance technique venant de l'étranger pour mener les opérations. Reste à savoir quelle sera leur réponse à la nouvelle exigence du commando de ne plus vouloir comme auparavant la levée de l'état de siège en Pologne, mais simplement un véhicule pour pouvoir quitter librement l'ambassade.
Les autorités polonaises ont manifestement choisi de tirer le meilleur parti pour leur propre propagande de l'attaque de leur ambassade. La campagne contre Solidarité, contre l'opposition et même contre l'Église catholique se durcit, comme nous l'explique de Varsovie le correspondant de l'AFP, Jacques-Michel Tondre. Il y a presque de la complaisance dans la façon dont la télévision polonaise traite l'affaire de la prise d'otage de Berne. Hier soir, elle y a consacré près d'une demi-heure. Elle a emprunté des images à la télévision helvétique et elle a fait appel à des correspondants dans les principales capitales étrangères. Cette priorité assez inhabituelle donnée à l'information brûlante n'est évidemment pas sans arrière-pensée, car tout cela s'accompagne de commentaires tendant à rendre la direction clandestine de Solidarité responsable au moins moralement de ce qui est en train de se passer à Berne. L'argument est simple, le commando de l'ambassade exige la levée de l'état de siège, or c'est également la revendication majeure de Solidarité. Mais le matraquage ne fait jamais recette en Pologne, et plus on attaque Solidarité dans cette affaire, plus nombreux sont ceux qui, dans l'opinion publique, se rallient à la thèse de la provocation. 6 personnes ont été arrêtées aujourd'hui pour avoir diffusé des tracts hostiles au régime. Le pape a lancé un appel ému de Rome pour que les droits de l'homme soient respectés dans son pays d'origine à l'égard des prisonniers politiques. Les Hollandais ont voté aujourd'hui, c'est la 4e fois en un peu plus d'1 an qu'ils doivent décider de la couleur de leur gouvernement. La campagne électorale a essentiellement tourné autour de la crise économique et aussi de la question des euromissiles, dont les chrétiens démocrates et les libéraux souhaitent l'installation aux Pays-Bas, à l'opposé des socialistes. La participation électorale aujourd'hui a été assez élevée, résultat demain. L'État italien est sur le point de se doter de tous les moyens juridiques et policiers pour s'attaquer à l'honorable société qui ronge les entrailles de la péninsule, autrement dit la mafia. Il aura fallu l'assassinat d'un homme, le général Dalla Chiesa, pour que la classe politique italienne, qui n'est pas épargnée par la compromission, s'accorde sur une loi anti-mafia qui doit être définitivement votée demain par le Sénat italien. Victor Vramo. Ceux qui ont ordonné l'assassinat sont de la démocratie chrétienne de Palerme. Voilà ce qu'affirme Nando Dalla Chiesa, le fils du général, dans une interview au journal La République. Ces messieurs de la démocratie chrétienne se sont opposés à ce que mon père obtienne des pouvoirs spéciaux, a encore expliqué Nando Dalla Chiesa. Quant à l'assassinat de mon père, il a été d'autant plus facile qu'il y a des employés liés à la mafia à l'intérieur même de la préfecture de Palerme. C'est le général Dalla Chiesa lui-même qui l'avait découvert. Bon, cette accusation est extrêmement grave parce que si on sait depuis toujours que les politiciens locaux qui appartiennent en général à la démocratie chrétienne sont liés à la mafia, ne serait-ce que pour gagner les élections, personne jusqu'à maintenant n'avait osé affirmer que ce sont ces politiciens qui ont ordonné le meurtre du général Dalla Chiesa pour le compte de la mafia. Déjà, l'État italien et le gouvernement doivent affronter les accusations de l'épiscopat sicilien. Lors des funérailles du général Dalla Chiesa, le cardinal Pappalardo a dénoncé non pas la complicité, mais en tout cas la passivité, voire même la complaisance du pouvoir. Disons que l'assassinat du général Dalla Chiesa a délié les langues. On n'a plus peur des mots. Et puis, et même si c'est une triste constatation, c'est bien le meurtre du général Dalla Chiesa qui a permis l'adoption par le Parlement de cette fameuse loi anti-mafia qui, sans cela, avait toutes les chances de rester enfouie dans les tiroirs des députés. Pour la première fois, l'État italien reconnaît que la mafia existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que même si une personne est seulement soupçonnée d'appartenir à la mafia, on peut toujours contrôler ses sources de revenus et son patrimoine. Le fait même d'appartenir à la mafia, c'est un délit. Le secret bancaire, c'est fini. Parce qu'un compte en banque trop opulent, cela peut très bien signifier de l'argent qui provient de l'extorsion, d'un enlèvement ou évidemment du trafic de la drogue. Voilà où on en est. C'est bien la première fois que le gouvernement et le Parlement italien semblent décidés à faire la guerre à la mafia, sérieusement. Il reste à espérer que ces bonnes intentions ne soient ni sabotées, ni diluées dans le temps. 5 Siciliens, présumés membres de la mafia, ont en tout cas été arrêtés aujourd'hui à Rome.
Les dames se sont surpassées aujourd'hui à Athènes au championnat d'Europe d'athlétisme. 2 records du monde ont été battus, celui du saut en hauteur et aussi celui du 400 mètres remporté par l'Allemande de l'Est Marita Koch. Olivier Ray. L'Allemande de l'Est, Marita Koch, est vraiment une très grande championne. Elle l'a prouvé une fois encore cet après-midi en battant pour la 6e fois de sa carrière le record du monde du 400 mètres dans le temps de 48 secondes 15 centièmes. Son ancien record établi à Turin en 1979 était de 48 secondes 60 centièmes. Marita Koch, au couloir numéro 3, a survolé cette finale, laissant sa rivale, la Tchécoslovaque Kratochvílová, à plus d'une demi-seconde. Championne d'Europe en 78 à Prague, championne olympique à Moscou en 80, Marita Koch avait pourtant quelque peu délaissé la haute compétition la saison dernière pour se consacrer à ses études de médecine. Aujourd'hui à Athènes, elle a remis les choses au point, et de quelle manière. Admirez cette superbe fin de course. Une bien belle performance donc pour Marita Koch. Déception en revanche pour Sebastian Coe. Comme à Prague il y a 4 ans, comme à Moscou il y a 2 ans, le Britannique, grand favori du 800 mètres, a une fois encore manqué le coche. Il faut dire qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Victime en effet d'une fracture de fatigue au péroné cet été, cet accident a bien sûr perturbé sa préparation. Cet après-midi donc, Coe n'a rien pu faire dans la dernière ligne droite pour contrer le retour tout en puissance de l'Allemand de l'Ouest Hans-Peter Ferner, vainqueur de cette finale du 800 mètres dans le temps relativement moyen de 1 minute 46 secondes 33 centièmes. Sebastian Coe s'adjugeant quant à lui la 2e place en 1 minute 46 secondes 68 centièmes. Il ne reste plus à Sebastian Coe qu'à prendre sa revanche sur 1500 mètres, à condition bien sûr qu'il y participe. La 3e journée de ces championnats d'Europe s'est terminée en apothéose avec un 2e record du monde, celui du saut en hauteur réussi par l'Allemande de l'Est Ulrike Nelsart avec ce saut à 2,02 mètres. 10 ans après avoir été championne olympique à l'âge de 16 ans, Nelsart a remporté cet après-midi son premier titre de championne d'Europe devant la soviétique Bykova et l'italienne Sara Simeoni. Automobile, c'est maintenant officiel. René Arnoux quitte l'écurie Renault pour Ferrari. Il aura pour coéquipier un autre Français, Patrick Tambay. Il y aura un quartet demain à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bresse, le 17, le 16, le 19, le 12, le 15, le 9, le 18 et le 13. Quel temps pour demain, Philippe Dumez? Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que demain, le temps s'améliore. Et ceci est dû essentiellement au fait qu'un anticyclone est en train de s'installer au milieu de la France. Alors voyons notre carte satellite pour aujourd'hui et l'on constate que le sud de la France était déjà bien dégagé ce matin. Ceci dit, il reste encore un petit doute parce qu'une dépression se trouve au large des côtes de l'Irlande, mais les spécialistes de la météorologie nationale m'ont dit qu'ils allaient s'arranger pour l'envoyer vers le nord. Voyons maintenant notre carte de prévision pour demain. Du nord de la Bretagne au nord de la Seine et aux Ardennes, il y aura encore quelques nuages demain matin, mais ils vont se dissiper assez rapidement. Ailleurs, ce sera très rapidement du soleil partout, mais attention, demain matin, les brouillards seront assez épais, un peu partout dans le centre de la France et dans le sud, notamment le long des cours d'eau et dans les vallées. Ils iront en s'atténuant au cours de la journée, et ceci donc assez rapidement. 2 zones nuageuses resteront cependant encore un tout petit peu actives sur la frontière du nord-est et peut-être encore quelques nuages sur la Corse, et ceci est dû à une dépression qui se trouve sur l'Italie. Les vents vont s'affaiblir et le Mistral et la Tramontane disparaîtront pratiquement complètement. Le baromètre est donc en hausse. Du côté des températures, c'est également la hausse, de l'ordre de 3 à 4 degrés pour les maxima, et les minima, eux, en revanche, descendent un petit peu puisqu'il y aura une baisse des minima de l'ordre de 2 à 3 degrés également. On aura 21 degrés à Lille, 22 à Brest, 25 à Bordeaux, 26, 25 sur la Côte d'Azur. C'est une température tout à fait correcte et il y aura demain après-midi du très très beau soleil,
tout comme à Kourou d'ailleurs pour le départ de la fusée Ariane. On prévoit un très beau temps pour le 5e vol demain. Eh ben, tant mieux pour elle. Un palmarès pour conclure, celui du Festival de cinéma de Venise. Le Lion d'Or a été décerné au cinéaste allemand Wim Wenders pour son film L'état des choses, qui raconte l'histoire d'un tournage. Le prix spécial du jury va au Polonais Zanussi. Demain, notre journal de la mi-journée sera consacré à un autre festival, celui de Deauville. Philippe Labro sera sur place, bien sûr. Tout à l'heure, à 23h05, Jacques Merlino vous dira les derniers développements de l'actualité. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.